Bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour Mathieu, Écoutez, bonjour à tous. je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui. Donc là, c'est un nouveau format. Cette fois-ci, on est en visio, mais on a essayé de faire quelque chose de sympa avec Charles. Donc aujourd'hui, ça sera une interview d'1 heure avec Charles. Donc c'est le CEO fondateur de Open Forwarder. Donc merci Charles. Comment ça va aujourd'hui? Bon, ça va bien, et toi ça va bien? Écoute, ça va super. On va commencer très rapidement. Tu vas nous faire découvrir ton parcours. On verra un petit peu tout ce que tu as fait pour arriver justement à cette création de société dans notre secteur cargo. Un tout petit rappel avant. Donc nous, c'est un podcast Cargo Family. Donc Cargo Family, c'est la première plateforme qui est dédiée au secteur cargo. On a un secteur innovant avec des gens fantastiques qui font qui font des métiers vraiment surprenants. Et on avait envie de les mettre en valeur, d'interviewer les acteurs, les entrepreneurs de ce secteur. Donc on crée du contenu, on vous reçoit et on vous partage tout ça sur le site Cargo Family. Donc je te donne tout de suite la parole. Déjà, est-ce que tu peux nous résumer en une phrase qu'est-ce que c'est Open Forwarders? Alors moi je suis fournisseur de solutions digitales pour les freight forwarders, pour les commissionnaires de transport. Des gens qui font du transport maritime, du transport aérien, du transport routier. Donc je leur fournis essentiellement un TMS en fait, un Transport Management System. C'est un outil pour gérer leur activité, pour gérer la partie commerciale, la partie commerciale, cotation, devis, opportunité. Après, on peut rentrer dans les détails si tu veux, mais et après la Ok, partie exploitation, donc créer un dossier, le tracking, la facturation, calcul des marges, la rentabilité également qui est très importante. Voilà pour savoir voilà si l'activité qu'est-ce qui rapporte pas, ce dossier-là est-ce qu'il est rentable pas rentable, ce client-là est-ce qu'il est rentable pas rentable. Voilà, donc après tout ce qui est analyse de chiffres en fait, ok. et de l'activité. Ok, bah écoute, oui, on reviendra. De toute façon, je vais venir te cuisiner un petit peu sur le détail de service. Donc, on va parler transport international, on va parler transitaire. J'ai vu que tes clients sont des transitaires commissionnaires. On va parler système informatique. On définira ce que c'est qu'un TMS pour ceux qui connaissent moins. Donc, moi, ça me plaît forcément. Mais déjà, bah, on va s'intéresser à toi, Charles. Bah, tu viens d'où? Tu as fait quelles études? C'est quoi ton parcours? Comment t'es arrivé dans le transport? Bah voilà, dis-nous tout. On t'écoute. Alors comment je suis arrivé dans le transport? Je suis arrivé dans le transport un peu par hasard en fait. Moi j'ai fait des études de gestion. Au moment où je devais faire, j'avais un mémoire à rendre en fait sur la gestion, management. Et bon, j'y vais très, pas très loin à l'époque du port de Rades en Tunisie. Et un copain à moi travaillait, alors il travaillait pas pour la compagnie maritime directement, il travaillait pour le groupe. Et donc il me dit bah tiens je connais telle entreprise que tu peux aller les voir. Et puis j'ai eu une discussion super intéressante qui a duré peut-être 2 heures avec le directeur logistique. Il m'a parlé de son métier, il m'a parlé des armateurs. J'ai trouvé ça très passionnant. Et après bon bah c'est aussi encore un hasard si j'ai travaillé dans cette entreprise-là parce qu'un jour j'ai vu une annonce dans le journal. À l'époque on voyait pas Carré Family. Hein. On avait le journal et les annonces dans le journal, donc une entreprise maritime qui recherche des commerciaux. Et donc c'est comme ça que j'ai postulé. D'ailleurs c'est ma maman qui m'a trouvé l'offre en fait. Cool. Oui. Et donc voilà, j'ai postulé, j'ai travaillé dans cette entreprise-là. Après je suis parti pour continuer mes études. Et quand je suis revenu, j'ai été recruté par BASF en fait, l'armateur danois en fait. Ok. Et Donc tout de après bon suite, j'ai fait. rapidement quand même, rapidement les pieds dans le transport. Un peu par chance, on va dire, une opportunité qui est arrivée. Mais oui, tu as commencé rapidement donc dans le transport maritime pour ceux qui connaissent moins, Maersk, pardon, qui est une compagnie maritime qui opère toujours hein, en ce moment. Mais donc voilà, tout de suite transport maritime et donc commercial tout de suite ou t'étais opération en premier? J'ai été commercial sur la partie commission de transport, supply chain plutôt. Euh, donc après, bon, nos clients étaient plutôt alors il y avait différents métiers. Il y avait le métier de la ligne maritime qui vend du conteneur et nous on vendait tout ce qui pouvait être à côté, le groupage, l'aérien, la remorque, ce genre de prestations en fait. Donc j'étais commercial au début. Après j'ai occupé. Alors moi dans ma carrière en fait, ce que j'ai toujours fait, c'est que j'ai toujours été en fait celui qui acceptait les défis. On me proposait un poste, je disais pas non en fait.
Je disais oui, oui, ça m'intéresse, et tac, je l'apprenais, et donc j'ai été commercial, ce qu'on appelle freight forwarding, commission de Mm. transport. Je sais pas si c'est un peu trop technique ou pas, mais bon, après, voilà. Bah écoute, de Euh, toute façon, là, les personnes, en tout cas, qui nous écoutent pour l'instant, en général, sont des gens du transit et du transport international, donc je pense qu'ils commencent à comprendre. Mais moi, ce que j'aime bien, en tout cas, dans l'idée, c'est que j'ai un peu le même parcours, c'est que on prend les postes qu'on nous propose et on a une évolution qui est possible, et je le vends vraiment comme ça aux nouveaux arrivants quand on fait des formations. On leur dit, prenez le premier poste, et si vous performez, vous aurez des opportunités. Et tu vois, là, on commence seulement, mais tu as déjà été commercial. Je pense qu'après, tu vas nous expliquer sûrement un peu d'opération. Ou enfin, et c'est vraiment un métier où on peut évoluer. Et encore aujourd'hui, j'ai interviewé là très prochainement quelqu'un qui était magasinier, tu sais, qui déplaçait les colis, pardon, et qui est devenu CEO d'une grande boîte de transit. Donc, ouais, bien sûr. c'est hyper intéressant. Donc, là, commercial pour Merckx pendant quelques années, puis après, tu continues. Donc, tu évolues sur quel poste? Après, j'ai été commercial ligne maritime. Ça veut dire que mes clients à moi étaient des freight forwarders, en fait, des commissionnaires de transport. Donc après, Mhm. bon, là, c'était bien parce qu'en fait, tu avais une position où, enfin, les personnes qui te contactaient, en fait, elles te demandaient n'importe quelle porte, tu savais même pas où c'était. Tu disais oui, on fait. Et après, tu vas voir, oui, oui, tu faisais pour de vrai, en fait. Vu que c'était un très très grand amateur, en fait, on faisait toutes les destinations. Donc après, bon. Commercial. Après, donc, j'ai évolué plutôt vers la supply chain. Donc, supply chain, c'était on gérait des clients mondiaux comme Nike, comme Adidas, comme d'autres. En fait, c'était beaucoup de clients pour moi qui étaient dans le sportswear en fait, tout ce qui est équipement en fait pour le sport. Et donc en fait, on gérait leurs exports. Moi, je gérais leurs exports au début depuis la Tunisie, vers le reste du monde. Donc, j'ai exporté vers partout en fait, Mexique, Europe, États-Unis, Canada, Chine. Donc c'était du groupage maritime, du groupage, enfin de l'aérien également. Il y avait des conteneurs complets également pour du maritime. Et D'accord. là, c'était plus de la gestion, on suivait plus au conteneur, on suivait au PO en fait, au port chasseur d'heure, au numéro de commande. Ok. Euh, Donc, donc c'est des voilà. envois, pour résumer un petit peu, vous gériez les envois pour ces gros groupes, justement, en habits, enfin, en vêtements sportifs, c'est ça. Et pourquoi, en fait, juste par curiosité, c'est qu'ils avaient leur usine de fabrication, justement, en Tunisie, et ça partait après partout dans le monde? C'est pour ça? Alors ils avaient plusieurs pays en fait à l'époque. Bon, après voilà, après tu sais des gens comme Nike en fait, ils ont des t-shirts, ils ont des ballons de football, ils ont ils ont plein de choses en fait, des baskets et les t-shirts de football, en fait, certains t-shirts de football, parce qu'après, il y a peut-être d'autres qui étaient fabriqués ailleurs, mais certains t-shirts de football étaient fabriqués en Méditerranée. Donc, Méditerranée, c'était Maroc, Tunisie, Portugal, Espagne, Turquie. Et donc, on avait des agences dans tous ces pays-là pour gérer les exports de Nike, en fait. Ok. Moi, je gérais les t-shirts, notamment je suis pas forcément fan de foot, mais c'était des t-shirts de Manchester United, en fait. Tu vois? Et, Donc, mais c'est ça. Alors vraiment, je rebondis. Alors, je sais qu'il y en a qui vont nous dire ça revient encore au foot, mais promis, ça sera pas pendant trop longtemps. Mais tu vois, on travaille dans le transport international. Tu gères du transport maritime et en fait, bah, on revient un peu sur une passion, un métier passion où tu transportes alors, on n'est pas forcément fan de Manchester, mais en fait, on va parler football. Et c'est ça aussi que j'adore vraiment dans ce métier, c'est que bah, tu exportes des produits, donc tu découvres des fois. Moi, je me rappelle avoir fait à l'époque, je connaissais pas trop l'aérospace. J'ai fait des envois de turbines pour le client Safran. Et en fait, je m'y suis intéressé et c'est incroyable. Tu dis, bah, tu transportes une partie du moteur qui permet aux gens de voler. Donc, j'aime bien en fait quand on s'intéresse, c'est pour ça que je te pose la question, à ce qu'on transporte. C'est pas seulement du transport, c'est aussi des produits que les gens ils utilisent tous les jours. absolument. Donc c'est cool pour Nike. Bon, ça marche. Bon, et Bon, après, après, donc, voilà, après, je vais peut-être pas revenir sur tout ce que j'ai fait dans ma carrière, mais après, oui. bon, je me suis spécialisé sur la supply chain, donc après, j'ai été dans d'autres pays, en fait, avec Maersk, après, j'ai été à Marseille, j'ai été au Maroc également, j'ai fait la même chose au Maroc et à Marseille. Ok. Bon, Marseille, c'était pas de l'export, c'était de l'import. C'était pour le coq sportif à l'époque. Donc, c'était de l'import de sportswear pour le coq sportif. Donc après, sur ces métiers-là de supply chain, qu'est-ce qu'on gérait? On gérait les bookings, les réservations avec les transporteurs maritimes, aériens ou routes, Mhm. la documentation, on gérait les mises à jour. En fait, voilà, il y a une mise à jour, c'est reçu, c'est pas reçu. La conformité des produits, est-ce que le carton, quand il est arrivé, est-ce qu'il était en bonne condition ou pas? C'est des produits qui coûtent de l'argent, qui coûtent cher en fait. Les t-shirts de Mhm. Manchester United, je sais pas combien ça coûte, mais un carton,
il peut très rapidement, s'il y a le moindre, faut pas qu'il y ait d'avaries, faut pas qu'il y ait de manque. Donc après, notre rôle à nous, c'était de contrôler ces produits-là, en fait. Souvent, on le faisait nous directement, parce que c'était les gens à l'entrepôt. Donc, si tu as la moindre déchirure sur le carton, tu mets des réserves. Pourquoi? Parce qu'il y a peut-être un truc, peut-être que le carton a été ouvert et que quelqu'un a pris quelque chose dedans. Donc, Je dirais le prix, pour répondre à ta question, je dirais 90 € en général, les maillots de foot. Hein. c'est possible. Donc, j'imagine le nombre de maillots dans un carton, on peut tout de suite évaluer qu'il y a en vrai, c'est que des t-shirts, mais ouais, il y a une sacrée valeur transportée. Donc, oui, exactement. C'est des produits, voilà, et c'est pour ça d'ailleurs qu'ils font appel à des logisticiens qui vont les accompagner sur tout ce qui est suivi de la qualité, la documentation également. Tu exportes un produit, notamment, je sais pas moi, tu exportes vers l'Amérique latine, tiens. C'est des pays très compliqués pour importer là-bas, c'est très compliqué. L'Argentine, le Brésil, c'est très complexe en fait. C'est-à-dire qu'il va falloir l'Argentine à l'époque, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui, mais pour pouvoir importer, il fallait en fait que l'importateur fasse une déclaration d'importation qu'il devait faire, je crois, 30 jours avant que le produit arrive. Donc il devait soumettre les documents. Il y avait des lettres de crédit également, donc il fallait s'assurer que les documents étaient bien rédigés. Et donc tout ça, en fait, pouvoir le préparer à l'avance, ça permettait d'éviter tous les problèmes de douane et de permettre au produit d'arriver en fait à temps. Ouais, je te rejoins. C'est vrai que pour ceux qui n'ont pas encore fait de transport, c'est pas forcément aussi simple qu'on le pense. On a certains pays, moi aussi, je faisais pas mal d'exportations sur le Brésil, donc le Brésil qui est importé. Et au niveau de la douane brésilienne, effectivement, il y a beaucoup de contraintes réglementaires. Alors, et c'est pour ça aussi qu'on est quand même un métier, on est assez, comment dire, on est des spécialistes. C'est pour ça qu'on dit ça. On se spécialise souvent sur un produit ou sur un pays, une destination, parce qu'on a besoin de connaître un peu les différentes réglementations. Donc, de toute façon, il y a pas le choix. Hein, effectivement, pour envoyer les colis Nike au Brésil ou en Argentine, il faut connaître la réglementation. Et on avait un podcast assez sympa avec le compère Loïc de Custom Bridge la dernière fois sur justement l'importance de la douane dans les échanges mondiaux. Et on est en plein dedans. Donc tu vois, on est vraiment sur un métier où on a différents métiers qui travaillent ensemble pour pouvoir justement livrer les colis d'un point A jusqu'à un point Z. Donc là, toi, c'était la partie maritime. Ça, on a bien compris. C'est vous qui gériez la partie conteneur, hein, tout ce qui est toute la marchandise en conteneur. Bon. Ça marche. Donc en tout cas, c'est quelque chose qui t'a plu, le transport, j'imagine, tout de suite. Tout de suite. Alors, je vais te dire une chose, en fait, les premières semaines, j'étais complètement paumé. Hein. J'étais perdu. Mon directeur, il me parlait d'armement. Je me suis dit, armement, il transporte des armes. En fait, armement, c'est les armateurs. J'ai compris ça après. Hein. Après, les mails, ils étaient en anglais. Il y avait plein de terminologies, les incoterms, FOB, coût et fret. Après, au-delà des incoterms, hein, il y avait ETD, ETA. Il y avait plein de termes comme ça. Puis je regardais, je comprenais rien. Je t'avoue que la première semaine, j'ai voulu partir. Hein. Je me suis dit, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué. Alors, il y a une collègue qui avait beaucoup plus d'expérience que moi, en fait, et qui m'a dit, tu sais, à l'époque, on recevait des mails dans le service. C'était des emails pour tout le monde, en fait. Il y avait des emails qu'on recevait qui concernaient nous, nominatifs, et des mails. Une boîte commune. C'est pas export@nike.com, quelque chose comme ça. Ouais. Des choses comme ça, exactement. Et donc, elle me disait, tu dois tout lire, lis tout. Tu vas t'habituer. Mais en fait, c'est comme ça. Même des mails qui ne me concernaient pas, en fait, qui concernaient les collègues, je le lisais. Et bon, après, on avait également le e-learning, des formations sur Internet, où on a appris, en fait, voilà. Je sais pas s'il y a eu un bruit ou pas. Pardon? Est-ce qu'il y a eu un bruit sur le téléphone? Est-ce qu'il y a eu un bruit là tout de suite? Non, écoute, franchement, au niveau de la qualité, pour l'instant, ça va. Bon, après, je sais, de toute façon, on peut couper au montage ou pas. Comme ça, les gens, ils voient qu'on est vraiment en conditions réelles. Mais non, on te voit super en tout cas. Ok, non, c'est qu'il y a eu mon téléphone, il a sonné. Alors, et donc voilà. Après, donc il y avait les formations où j'ai appris voilà ce que c'était avec un incoterm. J'ai essayé d'apprendre les concepts petit à petit. Puis après, t'apprends en faisant en fait. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. C'est un métier où on peut apprendre rapidement sur le terrain. Mais tu sais, c'est aussi pour ça qu'il y a quelques années, moi, j'avais lancé Cargo School. C'était une formation dédiée pour les agents de transit. Donc, on faisait que ça, agent de transit, import-export, aérien maritime. Parce que j'étais persuadé que c'est un métier qu'on apprend sur le terrain, mais qu'on a besoin quand même de certaines bases solides. Alors, on va pas le définir, voilà, c'est un peu trop long pour ce podcast, mais tu vois, les incoterms, la chaîne transport, ETD, ETA, tous ces
tous ces noms-là, je suis persuadé qu'on peut les apprendre rapidement et puis ensuite envoyer les gens sur le terrain. Donc c'est ce qu'on avait lancé à l'époque. Donc vraiment, je suis entièrement d'accord avec toi. Et puis après, c'est la performance, on l'apprend, comme on dit, c'est l'expérience, c'est le terrain, c'est la gestion des emails, c'est les différentes contraintes et les galères qu'on va rencontrer qui vont nous renforcer en fait. Donc, Après, il faut des bases, oui, oui. C'est-à-dire que même si tu connais pas, moi, j'ai fait des e-learning, j'ai fait des formations également IATA. Donc après, voilà, il faut apprendre en fait. Après, tu peux pas dire. Et surtout, ce qu'il faut quand tu arrives, tu dois pas dire je connais tout, j'ai tout compris, c'est bon, laissez-moi faire. Non, non, surtout pas. Si t'es comme ça, on en voit qui sont comme ça. Laissez-moi, c'est bon, j'ai compris. Tu peux même pas lui expliquer comment il faut faire. Bah après, tu vas pas évoluer en fait. Ou même la personne, même si elle veut te donner un peu plus, elle te donnera pas plus parce que t'écoutes pas. donc message aux jeunes générations et moins jeunes, vous allez vite augmenter, vite évoluer. Par contre, soyez humble, apprenez, venez avec des bases solides et puis après, vous n'avez plus qu'à performer pour évoluer. Ça va, on a bien résumé, tu penses? Allez, Absolument. il n'y a plus qu'à, on vous attend. Ça marche. Donc, je repars un petit peu dans ton parcours, Charles. Donc, ok, là, tu es toujours chez Merckx. Comment ça se passe? T'es toujours bon, donc tu bouges à Marseille, Tunisie, tu m'as dit un peu de Maroc aussi. Après, je suis parti au Maroc exactement où je me suis Et, occupé. Alors, au début de supply chain et après, j'ai été en entreposage. Entreposage, c'est-à-dire que bon, à l'époque, on gérait des clients plutôt dans l'électronique, en fait, électroménager, électronique, des ok, clients comme LG, comme Philips, comme Fagor, enfin d'autres clients en fait qui sont plutôt dans les produits bruns. Les produits bruns, c'est tout ce qui est d'accord. téléviseur, enfin tout ce que tu peux trouver en fait, voilà, téléviseur, des choses comme ça en fait. Après les produits blancs, machine à laver, voilà, frigo, ça on appelle ça des produits. Et puis les petits électroménagers également. Donc je me suis occupé de la mise en place de ce qu'on appelle un WMS, un Warehouse Management System. C'est un système pour gérer l'entrepôt, pour gérer les Ok, entrées, les sorties, les inventaires, d'accord. voilà, les pistolets. Enfin, Donc là, tu commences à mettre un pied dans je sais pas si on peut appeler ça la tech, mais si dans la transport tech, dans la technologie transport, c'est ça? après, le produit en lui-même, après, c'est vrai que bon, il y a des suivis différents. Hein. Tu suis pas un téléviseur. Il a un code, enfin là, il y a des codes uniques en fait de suivi. C'est pas comme voilà, peut-être d'autres types de produits. On parle voilà d'autres types de suivi en fait. D'accord. Mais Juste que je comprenne, Charles, excuse-moi. Alors, est-ce que tu mets en place ce WMS, donc pour définir donc le Warehouse Management System, qui est donc le système de gestion d'entrepôt, c'est ça? Tu le mets en place ou est-ce que tu mets juste, il y en a déjà un qui est en place et puis tu suis un petit peu ou tu mets les à jour? Comment c'est? non, non, je l'ai mis en place en fait. On avait acheté D'accord. un WMS voilà, du marché et il fallait le déployer. Ok. C'est-à-dire paramétrer, ça veut dire mapper l'entrepôt. Mapper l'entrepôt, ça veut dire quoi? Ça veut dire tu dois en fait faire une carte de l'entrepôt. Une carte de l'entrepôt pour dire le rayon numéro tant, il est à tel endroit, le numéro, c'est un peu ça, de dire si tu as du rayonnage, si c'est ce qu'on appelle aussi du stockage en masse. Du stockage en masse, par exemple, les machines à laver, normalement, tu ne les mets pas dans les rayons, tu les stockes en masse. C'est les unes sur les autres. Ok. Non, Donc moi, après, ça voilà. m'intéresse parce que vraiment, la logistique, je connais beaucoup moins bien que le transport et j'ai envie d'aller chercher des acteurs logistiques. Donc, vraiment, je prends toutes les infos. À part le mot un peu picking, des choses comme ça, je connais pas bien. Et il y a un vrai lien, de toute façon, entre la logistique qui est en amont en général et puis le transport qui vient après. Donc, donc c'est hyper intéressant. Donc, tu mets en place ce WMS. Donc, c'est quoi? Tu travailles pour, c'est quoi la société pour laquelle tu travailles? Bon, c'est un entrepôt. Toujours Maersk, en fait. C'est toujours Ah, ok. celui Maersk, D'accord, ok. exactement. Ok. Donc, Donc après, c'était mise en place. C'est là où j'ai appris ce que c'était qu'un picking, ce que c'était, comment s'organise le picking, comment tu dois organiser ton entrepôt, comment tu dois organiser en fait. Où est-ce que tu mets les produits qui sortent beaucoup, qui sortent moins, comment se déroule la préparation de commande. Tu demandes à quelqu'un, tiens, j'ai une commande, je vais charger tel camion pour tel magasin, et je dois mettre des machines à laver, je dois mettre voilà des téléviseurs, je dois mettre comment il fait pour faire ça tourner en fait. ok. Et donc, j'ai tout appris sur le tas. J'ai été accompagné par des consultants d'entreprises de WMS. Mhm. Et j'ai appris, en fait, je suis rentré. Si tu maîtrises un WMS, un Warehouse Management System dans l'entrepôt, tu connais par cœur, en fait, le fonctionnement d'entreprise.
parce que c'est ça en fait, c'est le moteur en fait. Ok. Non, mais c'est hyper intéressant. Ça veut dire que tu as la casquette transport et ensuite, là, tu prends la casquette logistique. Donc, tu deviens vraiment performant ou je sais pas, en tout cas, tu connais les deux facettes du métier. Donc là, Oui, j'imagine. après c'est top de pouvoir maîtriser les deux, c'est super. Après les deux sont très intéressants. Ah, personnellement, je préfère le transport international. L'entrepôt, Ah, c'est super au début, j'ai découvert tout ok. ça. Après, bon, c'est Tu sais que tu as anticipé ma question parce que j'allais te la poser. J'allais dire alors, plutôt transport ou plutôt logistique? Donc toi, plutôt non, transport. plutôt transport parce que Ok. après, bon, chacun est différent, mais moi, je préfère, je sais pas, je m'intéresse à l'économie, je m'intéresse à la géographie et l'entrepôt. Alors, je vais pas parler pour tout le monde, mais l'entrepôt après, c'est surtout du récurrent. Ça va toujours être la même chose. Moi, j'aime bien quand il y a des dossiers un peu compliqués, des choses nouvelles, des Bon. choses que je connais pas, des choses que je vais découvrir. Bon, j'espère en tout cas, j'espère avoir bientôt. Là, j'ai un podcast prévu avec un responsable logistique prochainement. Et tout ça, moi, je pense que c'est une question de point de vue, de ce qu'on aime ou pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les deux sont liés. Et il y a un vrai lien. Pour que la partie transport se passe bien, il faut qu'il y ait une bonne partie logistique, que les commandes. Parce qu'effectivement, si tu envoies à l'autre bout du monde une mauvaise commande, bah, t'as beau avoir fait le transport correctement, ça reviendra en fait. Donc, j'essaie d'expliquer hyper simplement, parce qu'on est bien d'accord, c'est plus complexe que ça. Donc, ok. Donc, toujours chez Merckx. Donc, chez Merckx, t'évolues et tu continues encore ou tu restes à partir du moment où tu Après es j'ai en log. changé, après j'ai changé, j'ai été recruté par Bolloré et j'ai Ok. travaillé 5 ans chez Bolloré et là c'était plutôt sur la partie alors freight forwarding on va dire. Ok. Freight forwarding mais bon après il y avait des métiers différents, il y a eu la consignation de navires, D'accord. consignation de navires. Donc, Alors juste une question. Ils t'ont embauché au service maritime? Bolloré, c'est ça? euh, Ou... logistique, Ah, c'est logistique, service logistique, d'accord. Donc, tu repars en supply logistique. chain, enfin freight forwarding on va dire. Freight forwarding chez Bolloré. C'était quel Bolloré, par curiosité? C'est quelle Bolloré agence? Afrique, Bolloré Afrique, Bolloré Afrique à logistique. Ok. Ok, top. Et donc en fait alors ce que je vais t'expliquer, à l'époque en fait le Bolloré Africa Logistique au Maroc, ils étaient spécialisés, ils étaient ligne maritime, c'est-à-dire qu'ils représentaient des armateurs. Et ils ont voulu développer la branche logistique. La branche logistique, qui pourrait faire tout ce que ne font pas les lignes maritimes. Faire de l'aérien, faire de la douane, faire de l'entreposage. Et c'est pour ça que j'ai été recruté, en fait. Et donc après, j'ai eu j'ai eu notamment ArcelorMittal, c'était pour l'usine de Tanger, en fait, de Tanger Med, de Renault, en fait. Ok. Et donc, je leur faisais la supply chain des bobines d'acier. Ok. Les bobines d'acier, les Dacia par exemple, les Dacia aujourd'hui, l'acier qui les entoure, en fait 90% de cet acier-là, en fait c'était moi qui le transportais en fait. Ça arrivait par navire en vrac, essentiellement, des navires complets. Il fallait décharger les navires, les donner à la marchandise et livrer les usines. Ou l'usine, après les usines des prestataires, mais... Et donc là je suis rentré dans des métiers que je connaissais pas, consignation de navires, faire rentrer un navire au port, toute la documentation, la relation avec le port, euh, et ça m'a amené sur d'autres métiers où les armateurs ils m'ont demandé ces armateurs-là en fait qui font des navires de tramping. Bon, je sais pas si je parle un peu trop dans le détail, mais Bon, bon, simplement, pour résumer, on est d'accord. Les armateurs, pour les non-initiés, c'est les compagnies maritimes. c'est les CMA, compagnies. MSC, Merckx, j'en oublie pas quelques-unes parce que ça fait un bout de temps que j'en fais plus. Mais oui, les armateurs, c'est les compagnies maritimes. Donc toi, tu étais en charge de gérer l'arrivée de tes conteneurs ou du vrac. Du vrac, alors du vrac, qu'est-ce que c'est? Faut imaginer des grosses bobines qui font des milliers de tonnes, hein, je pense, et qui sont déchargées dans les soutes. C'est ça, directement dans la soute des navires. Oui, alors donc après les armateurs qui font ce type de transport, c'est pas ceux qui font le conteneur, hein. Ah, C'est c'est pas les d'autres contenus. armateurs. D'accord, c'est Non, d'autres non, noms. D'accord. J'ai cité les noms c'est les plus d'autres. connus, mais sur le vrac, sur le spécifique, c'est des compagnies maritimes bien spécialisées. Merci, Oui, merci. oui. Après, c'est des gens, ils sont pas spécialisés spécifiquement eux, leur métier, c'est de fournir des navires. Après, ce que tu charges dedans, il faut juste que ce soit compatible avec le type de navire. Et donc, c'est surtout je vais dire beaucoup de petits opérateurs. Des opérateurs qui ont un navire, deux navires, 10 navires, 30 navires peut-être. Et c'est des petits navires. Donc après, bon, donc voilà, on a géré d'autres types de dossiers avec ces acteurs-là, notamment de l'export, ce qu'on appelle en fait de la démobilisation de chantier.
C'est du Ok. projet de cargo en fait. C'est plutôt projet de cargo. Alors projet de cargo, c'est de la gestion de projet. Projet de cargo, ça veut dire que tu vas fournir plein de services pour un Je, export. ouais, je peux t'aider à définir le projet cargo. C'est en général effectivement un projet concret. Je donne un exemple. On a Total qui va installer, qui va créer une mine en Angola, d'accord? Et donc ils vont avoir besoin d'un prestataire pour organiser l'ensemble du transport. Donc il va y avoir le transport, je vais dire, des grues pour aller des puits de forage. Donc c'est des transports en bateau. Pour les pièces urgentes, ils ont besoin de transport en avion. Donc c'est des projets qui durent plusieurs mois, voire plusieurs années. Et pour pouvoir soit créer bah voilà, créer un peu le projet sur place. Et petite anecdote, moi, juste avant d'ouvrir ma société, quand je travaillais chez Toll Global Forwarding, j'avais participé à un projet et c'était une construction d'usine d'une société qui faisait les bâtonnets en bois que tu as dans les glaces, tu sais, pour Magnum. Donc à l'époque, ça s'appelait Eurostick. Donc c'est une grosse société française. Les milliards de glaces Magnum qui sont mangées. Donc il y a une société qui fait les petits bâtonnets en bois. Et donc on devait transporter les machines-outils qui coupent le bois. Donc c'est hyper intéressant. J'étais allé sur chez eux. Donc ils reçoivent les troncs d'arbres en vrac et ils les découpent de manière à avoir les petits bâtonnets par millions, comme tu vois. Et donc ils avaient créé une usine et donc on avait dû s'occuper de l'export de l'ensemble des machines. Donc c'est des machines qui font, je sais pas, 10 mètres de long, des dizaines de tonnes. Et on les avait accompagnés sur 2 ou 3 mois. Donc voilà un peu pour résumer avec un exemple concret. On est bien là-dedans, à peu près. C'est ça, oui, oui, oui. Après, ça peut être des chantiers également. Il y a là notamment, c'était démobilisation. Il y avait Tangemed 2, la deuxième partie en fait du port de Tangemed. Cool. Il y a les opérateurs qui ont travaillé sur place en fait, qui ont apporté des grues, qui ont apporté des vedettes en fait, des petits bateaux en fait, Super. pour pouvoir travailler. Et ces gens-là, en fait, au moment de partir, parce qu'ils avaient fini le chantier, il fallait évacuer ce matériel-là. Donc j'ai travaillé en fait sur la démobilisation de chantier. Ah, oui, c'est ça. Euh, C'est vraiment toi, votre créneau, c'était vraiment le chantier est terminé. Là, c'était pas la création comme j'ai donné pour les. C'est terminé, faut tout ramener, c'est ça? Exactement, Ah, ouais, c'est cool. c'est ça. Et dernière chose, après, vraiment, je te laisse avancer. Je le dis souvent, pour moi, le projet industriel, c'est pour moi vraiment le top de notre secteur, Ah transport. oui, oui, je suis d'accord. Je suis complètement d'accord. Ah oui, Tu as de oui, la ouais. spécificité, tu as de l'aérien, de la route, du maritime, du transport exceptionnel. De toute façon, en général, c'est toujours des gens confirmés. Donc, bravo d'être allé rapidement sur ce projet-là. Donc, en tout cas, j'encourage tout le monde, moi, à essayer un jour d'aller là-dessus. Mais vraiment, j'adore le projet industriel, donc je le vendrai avec grand plaisir à chaque fois. Après, c'est des projets sur lesquels les enjeux ils sont vraiment très importants en fait. C'est-à-dire que les enjeux financiers, voilà, tu dois pas faire n'importe quoi quand tu fais ces Mhm. choses. Je comprends. Bon, et de là, alors, parce que bien sûr, je cherche le lien avec Open Forwarder, parce qu'il y a un moment. euh, Est-ce que tout de suite, il y a déjà une envie d'entreprendre ou ça arrive après? L'envie d'entreprendre, en fait, moi je l'avais au début de ma carrière. Hein. Au début de ma carrière, même bien avant de rentrer dans le maritime, je voulais fonder une entreprise de consulting. Ok. Après, ça s'est pas fait parce que j'avais pas le réseau, parce que j'avais pas le, voilà, il fallait aussi peut-être quelque part que j'apprenne également, que j'ai un métier en fait. Donc après, j'ai appris le freight forwarding, j'ai appris également, je me suis intéressé au domaine des logiciels. Ok. J'ai mis en place également des TMS, en fait, des Transport Management Systems, là où j'ai travaillé en fait également. Et c'est comme ça que l'idée est venue petit à petit. Hein. C'est pas une idée, enfin c'est pas venu du jour au lendemain. C'est des années de d'apprentissage, de discussion également avec les entrepreneurs, qui a fait que j'ai fondé Open Forwarders. Ok, tu me disais en off, on a parlé vraiment que 3 minutes parce que je te disais que je voulais vraiment découvrir ton parcours en live. Mais tu me disais en off que tu avais cette appétence quand même un peu, peut-être pas geek, mais vraiment tech. Est-ce que c'est... Oui, oui, oui. Après, moi, j'aime bien comprendre, voilà, les systèmes avec lesquels on travaille. Je m'intéresse, je sais pas, il y a un visuel à faire graphique. Moi, j'aime bien savoir comment c'est fait, en fait. S'il faut le faire sur Photoshop, je vais aller voir sur Photoshop comment ça fonctionne. Euh, Ok. Donc t'as cette curiosité de savoir un petit peu, bon, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et bah, en tout cas, donc c'est pour ça que je voulais savoir. Donc, par contre, c'est quoi le déclic? À quel moment est-ce que tu dis, bon, là, c'est bon, j'ai bien avancé dans ma carrière, j'ai vu un peu tout ce que j'avais, je suis prêt. D'ailleurs, quand est-ce que, tiens, Open Forwarder, tu l'ouvres quand? C'est quoi la date d'ouverture? il y a un peu plus d'un an, en fait. Il y a un peu plus d'un an.
Il y a un peu plus d'un an. Donc là, on est en novembre 2024, parce que pour retracer. Donc à peu près voilà. Il y a un an, tu ouvres Open Forwarders. Donc c'est quoi l'idée de base, c'est quoi le principe, le business model. Dis-nous tout sur la nouvelle société que tu mets en place. Après, donc à force de discuter moi, j'ai beaucoup discuté avec des freight forwarders, des gens qui sont voilà, qui sont dans le métier en fait, qui font du maritime, qui font de l'aérien, qui font de la route. Et ce que j'ai vu comme problématique, c'est qu'il y a des gens, ils n'arrivent pas à trouver le système qui va leur permettre de travailler. Pourquoi? Parce que ça coûte extrêmement cher, parce que s'il faut un temps fou pour paramétrer le système. Donc j'ai commencé à regarder un peu ce qu'il y avait sur le marché. En France, à l'étranger, j'ai comparé plein de logiciels. Et là, je suis tombé sur une pépite en fait que je Mhm. commercialise aujourd'hui, qui Ok. est euh, qui est Logitude en fait, qui est un système facile à mettre en place, qui coûte pas une blinde et qui est très utile en fait en termes de De performance. l'utilisation. Il y a plein de fonctionnalités en fait. Ok. Bah, écoute, j'ai vraiment envie de creuser. Donc le système, il s'appelle Logitude. Moi, on est en contact par email depuis quelques temps, donc je suis allé creuser et je te donnerai mon avis. Pourquoi ça m'intéresse? Parce que clairement, il y a un gros faiseur aujourd'hui sur la France qui s'appelle CargoWise. Euh, et ça m'intéresse aussi de voir quelles sont les solutions alternatives et efficaces, parce que je pense qu'un système convient à un certain type de client, en fonction sûrement de sa taille, son nombre d'employés ou peut-être de ses flux. Et je suis ravi, parce que peut-être que les gens de chez CargoWise viendront ici, mais je suis ravi de vous interviewer, voilà, les autres systèmes d'exploitation, parce qu'il y a vraiment des belles choses. Donc, vraiment, merci de nous proposer ça. Donc, Logitude, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous donner bah, déjà quel est le fonctionnement? Tu m'as parlé, moi j'aime bien, tu m'as parlé de simplicité, d'expérience utilisateur. C'est ce qu'on cherche en fait, nous, quand on est. Clairement, c'est pour les transitaires, d'accord? C'est ça, tes clients sont transitaires. C'est quoi aujourd'hui les atouts de Logitude et qu'est-ce que Open Forwarders va amener comme service peut-être associé? Dis-nous tout. Donc après mon rôle, donc c'est de commercialiser Logitude essentiellement en France. Après, j'ai voilà parfois quelques connaissances ou quelques projets en fait dans d'autres pays. Mais bon, après, mon marché, c'est le marché essentiellement français. Ok. Donc mon rôle, c'est de trouver l'entreprise, de leur montrer le logiciel, de les convaincre, de les accompagner également sur la partie. Alors moi, j'accompagne essentiellement sur la partie commerciale. Après, il y a Logitude qui prend le relais après sur toute la partie mise en place, formation, paramétrage, tout le reste. Mais après, je reste pas absent. Enfin, je suis pas absent. Je reste, euh, je Dans reste, une- voilà, présent exactement. Alors après, par rapport à CargoWise, on n'est pas du tout, c'est pas le même produit en fait. C'est-à-dire que Mhm. ça s'adresse pas aux mêmes acteurs. CargoWise, ça s'adresse pour les très grands acteurs. Nous, on s'adresse à des acteurs qui sont entre une personne et 100 personnes, même si on a des clients de 200 personnes ou plus. Mais moi, demain, Logitude, tu démarres une entreprise, tu prends ta carte bancaire, tout de suite, tu payes. Tu payes avec ta carte bancaire ton abonnement Logitude. Ok. Et ça va te coûter, allez, entre 35 euros et 90 euros par mois. Ok. Et là, tu prends aucun risque. Tu Ok. démarres ton entreprise, je ne vais pas te demander de payer 20 000 euros pour un logiciel, 20 000 euros avant de commencer à travailler. Non, je ne peux pas te demander ça. Tu prends ta carte bancaire, tu vas sur Logitude, tu payes ton abonnement, on te forme, tu mets en place, ton projet il fonctionne, tu continues avec nous sur d'autres types d'abonnements, Mhm. il fonctionne pas, tu arrêtes ton abonnement, c'est tout. On te demande pas de t'engager sur 1 an, 2 ans, 3 ans. Écoute, déjà, merci bah, pour donner le tarif. On a des fois du mal à avoir des tarifs, hein, même sur moi, je fais des demandes des fois par mail. Donc, mais donc c'est simple. J'ai un abonnement entre 35 et 90 euros, j'imagine, selon les fonctionnalités. Et je commence C'est sûr. tout de suite. Et je peux faire Oui. des LTA, des BL, des dossiers. Vraiment, c'est-à-dire que le freight forwarder, le transitaire, peut tout de suite commencer voilà, à son exploitation. Donc, clairement, c'est un logiciel qui permet de faire les dossiers, pour ceux qui connaissent un peu moins le transit. Après, voilà, oui, tu pourras faire de la LT électronique. La LT électronique, si tu veux, si tu es Ok. agrégata, tu peux traquer tes conteneurs en temps réel, c'est-à-dire que le statut de tes conteneurs va changer en fait dans le logiciel et Ok. tes clients également vont bénéficier de ce tracking-là. C'est-à-dire que quand ils vont se connecter sur leur plateforme digitale, parce qu'on fournit également la plateforme digitale, c'est-à-dire la plateforme sur laquelle tes clients à toi, chargeurs, vont pouvoir rentrer pour voir leur cotation, leur dossier, leur devis. Ils vont pouvoir également suivre l'avancement de leur dossier. Est-ce que le dossier il est juste
booké, où est-ce qu'il a embarqué, où est-ce qu'il est arrivé à destination, où est-ce qu'il a été livré à destination. Donc tout ça, le tracking également, c'est Ok. dans le logiciel. Ah, Ouais. donc c'est vraiment, je l'ai survolé, hein, je suis allé voir la présentation. Donc, il m'a l'air quand même hyper complet. Donc, tu as de la gestion de dossier, ça c'est la base pour les transitaires. Donc, je savais pas, donc tu as aussi de la cotation, ils peuvent faire leur devis. Et donc là, alors la partie qui m'intéresse le plus, c'est le tracking. Donc, tu as du tracking intégré sur les conteneurs. Bon, j'imagine que c'est un tracking qui est relié aux différents navires. Donc, tu as c'est ça? Alors le tracking, c'est relié aux compagnies maritimes plutôt. Ok, Voilà, c'est-à-dire que c'est plutôt relié à la compagnie maritime. C'est-à-dire d'accord. que et après, tu as le tracking également pour l'aérien. Quand tu fais de la LTA électronique, les statuts de tes dossiers sont mis à jour par les compagnies aériennes. Alors, alors je sais pas si les gens qui nous regardent imaginent. C'est que ça, c'est vraiment le top, parce que moi, je suis un ancien agent de transit, et en fait, quand on fait des envois, d'accord, on vérifie avant tous les lendemains matin, tiens, est-ce que le vol AF001 est bien parti? Est-ce que le vol d'Etihad est bien parti pour vérifier le départ la veille au soir? Donc là, certains logiciels, pas tous, le mettent en place. Donc en tout cas, Logitude, on a les confirmations d'embarquement ou le tracking en temps réel, c'est ça? Ça, c'est Oui, oui, vraiment top, oui, hein. oui, oui. Franchement, Oui, oui. Dès que ça change dans la compagnie, dès que ça change dans la compagnie, enfin, dans le système de la compagnie aérienne, ça change chez toi également. super. Reçu, marchandises embarquées, marchandises parties, euh, C'est marchandises livrées à destination, arrivées plutôt, livrées à l'agent. bon, c'est franchement magnifique. Je précise quand même, hein, d'accord, que le podcast n'est pas sponsorisé, d'accord. On touche 0 € de logitude. C'est bien de le préciser. C'est vraiment un avis objectif. Euh, Qu'est-ce que je voulais demander? Oui, sur la partie tracking, moi, c'est quelque chose que j'aime bien. J'avais reçu Axel Bandiaki sur un ancien podcast qui avait créé des trackers qui permettaient de suivre le colis en temps réel. Et bon, même si on n'est pas dans le fret urgent comme chez Stracker, c'est quand même bien, vraiment sympa pour un transitaire et notamment aussi pour ses clients bah, d'avoir le suivi, en fait, les départs, les arrivées, les changements de date. Et, parce qu'au final, l'idée d'avoir ces infos, bah, c'est surtout d'informer son client. Et là, donc, tu me dis qu'en plus, le client a une interface, c'est ça, où il a tout de suite les informations en temps réel. Enfin, en tout cas, updaté, mise à jour, c'est ça? Oui, oui. Il y avait un PDG en fait d'une très très grosse entreprise de freight forwarding en fait dans le monde. Je ne vais pas les nommer en fait, mais et ce qu'il disait en fait, ce qu'il disait un jour, il disait nous on vend pas du transport de marchandises, on vend de l'information. Et c'est l'information qui est super importante. Transporter des marchandises, ça peut être complexe, ça peut être facile, on va dire, mais ce qui est le plus important en fait, c'est de vendre l'information. C'est reçu, c'est arrivé, il y a un dommage, c'est-à-dire que la marchandise, il y a un souci, il y a quelque chose, il y a un blocage. Tout ça, ça c'est super important. C'est l'information en fait qui est très importante. Donc après, mon rôle, c'est de fournir aux freight forwarders l'outil pour pouvoir informer leurs clients. Moi, tu peux paramétrer des mails automatiques dans le système. Dès que la marchandise part, tac, le client il reçoit un mail pour lui dire, enfin qui va lui dire en fait la marchandise est partie, Ok. ou est Franchement, arrivée, ou niveau productivité, c'est. Écoute, je pense que ça, pour moi, je pense que ça va vraiment intéresser bah, des personnes qui veulent mettre en place un nouveau TMS, donc un nouveau système informatique pour leur gestion de dossier. Clairement, comment ça se passe? Bon, on va mettre un petit peu en avant le. Comment ça se passe? Ils te contactent Charles. Comment ils font là, pour éventuellement rentrer en contact avec toi? oui, après, on peut me contacter directement. Autrement, on peut également aller voir sur Logitude et s'inscrire. Et puis moi, Ok. après, voilà, je prends Sur le, LinkedIn, bah, l'idée c'est par mail. Sur LinkedIn, c'est ça. Les deux sont possibles. c'est possible, absolument. Oui, oui, Ok. oui, oui. Donc écoute, voilà pour les gens qui sont intéressés, voilà, revenez vers Charles. Donc aujourd'hui, Open Forwarder, c'est la présence Logitude sur le marché français. Bon, je sais que ça marche, j'ai vu sur LinkedIn, parce que tu es bien présent sur LinkedIn, bah, c'est d'ailleurs pour ça, c'est comme ça qu'on est rentré en contact, que tu avais déjà plusieurs clients, notamment apparemment ce mois-ci, là ça a bien fonctionné, donc c'est top, ça veut dire que les clients te font confiance. C'est quoi la vision on voit un peu plus loin, à 1 an ou à 3 ans, qu'est-ce que tu as envie de faire, qu'est-ce que tu as envie de développer, tu as une petite idée un petit peu? Alors donc après mon rôle c'est voilà de continuer à convaincre, à montrer en fait pourquoi ça marche plutôt ce mois-ci et pas il y a un an peut-être. C'est parce que les gens se parlent, ils se parlent Mhm. en fait, ils voient. Moi, mes meilleurs commerciaux, mes meilleurs ambassadeurs, c'est mes clients. Allez voir mes clients, demandez-leur. Euh, et en fait, après, ce qui est pas mal aussi, c'est que je commence à avoir des clients
qui sont connus en fait, que ce soit à Roissy, que ce soit à Lyon, voilà, ou d'autres endroits en fait, ils sont connus. Donc après, ils vont parler à leurs copains, ils vont les laisser. J'en ai même un l'autre fois, il commençait un petit peu à taquiner son confrère. Il dit si tu veux, je peux faire des LTA parce que lui, il avait des fonctionnalités en plus que son confrère n'avait pas. Donc c'est bien. C'est plaisant Donc quand tu as des clients par recommandation. En fait, il y a rien de mieux. Je, j'ai connu oui, ça dans mon ancienne société quand j'étais chez Blue Skills et qu'on faisait du recrutement et qu'on était conseillé par un client. Enfin, c'est déjà vendu. Donc ça, bravo. Ça veut dire que le produit marche. Ok, donc là, l'année prochaine, on continue le développement d'Open Forwarders. Et puis, peut-être qu'on retrouve. après, après Conseil, l'outil évolue. conseil, non, pas du tout. Tu m'avais parlé de conseil un Pardon. petit peu. Il y a une partie conseil un peu transitaire qui est prévue ou pas forcément? Après conseil, bon, j'en fais parfois. Après, je vais pas te dire que c'est le truc qui cartonne le plus, hein, mais après voilà. Donc, je suis plutôt concentré sur la vente du logiciel et le logiciel évolue. Donc après les évolutions, voilà, je participe également aux évolutions du logiciel. Il y a des demandes qui sont faites, la facturation électronique. Il y a d'autres fonctionnalités en fait sur lesquelles on est en train de travailler. L'OCRisation, l'OCRisation, OCR, Ok. l'OCR. Optical Character Recognition, ça veut dire quoi? Ça veut dire la reconnaissance optique. Alors, je vais te donner un exemple plus facile. Tu prends une facture d'achat, tu as acheté du transport de chez un transporteur routier. Tu as plein de factures. Au lieu de les saisir manuellement, une par une, tu prends, soit tu les as par PDF, tu les prends, tu les mets sur ton logiciel, et ça te lie en fait les montants. Le fournisseur, la TVA, le total. Autrement, tu scannes, et c'est pareil. Ok. Je Donc c'est connaissais ça pas en fait du les tout. fonctionnalités qu'on est en train de développer également. C'est OCR, c'est ça? OCR, Je exactement, connaissais pas oui. le terme, mais j'ai bien compris. C'est le fait d'intégrer automatiquement les données d'un document Word ou PDF dans le système. Donc, je connaissais pas le terme. C'est hyper intéressant parce que Oui. il y a beaucoup de logiciels, que ce soit tout ce qui est comptable, hein, pour toutes les compagnies, la comptabilité. C'est quoi? C'est l'intelligence artificielle qui fait ça ou c'est un autre fonctionnement qui est derrière? Toi qui aimes bien creuser ce qu'il y a derrière. Il y a un peu d'IA, je crois, Euh, là-dedans, non? Qui va chercher les infos à gauche, à droite. Je suis pas sûr. alors, l'IA, après moi je suis pas trop marketing, pas trop marketing sur certains aspects. Il y a des aspects, moi je trouve que c'est plutôt du. Alors l'IA, c'est quoi en fait? Pour moi c'est des algorithmes. Oh, ok. J'appelle pas ça d'IA, c'est des algorithmes en fait. C'est Oui, un d'accord, ok. fonctionnement de logiciel. Ok. Euh, mais c'est quoi en fait ce qu'on appelle l'IA en fait pour ce genre de choses? C'est l'apprentissage. C'est-à-dire que le logiciel va apprendre. Tu lui envoies une première facture d'un transporteur qui Transport s'appelle Gérard, il sait que Transport Gérard, la case numéro 3, quand s'il y a des dollars, il faut les mettre dans. C'est quelque chose. Je sais pas. Écoute, je alors reçois bientôt quelqu'un qui a travaillé justement sur l'OCR. Je ne connaissais pas ce terme-là, mais ils font vraiment ça, ils sont spécialisés là-dedans. d'accord. Tu sais quoi, je leur demanderai ce qu'il y a derrière et on en rediscutera. Juste pour Après, par oui. curiosité. Donc l'IA, en fait, l'IA, c'est quoi? C'est tu entraînes le logiciel, c'est-à-dire que la première fois, il va te sortir sur 10 cases, il t'en sort 8, supposons. Les deux cases en plus, il a pas retrouvé, par exemple, le numéro du dossier. Tu vas lui dire, et la prochaine fois, en fait, l'ordinateur va apprendre à le faire. En fait, c'est ça l'intelligence artificielle. Ok. Enfin, ma compréhension des choses. Après, tu pourras toujours Pour nous. creuser avec. Ouais, mais vraiment, on creusera et ça sera hyper intéressant de voir ça. Ok, bah écoute, en tout cas, je pense que sur Logitude et sur le rôle d'Open Forwarders, franchement, on a bien compris et on souhaite plein de nouveaux contrats. De toute façon, j'ai aucun doute. Et juste avant de finir l'interview, je voulais dire, tu sais, moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, Charles, c'était grâce à ta présence sur LinkedIn. Tu as fait un truc super sympa, c'était question pour un champion du transit. C'est ça, exactement, ouais. Si je peux résumer, en fait, c'est donc tu mets un peu en compétition, tu poses une question assez technique avec quatre. Il y a un choix, c'est un QCM, hein, je crois qu'il y a quatre choix. Ça dépend. Et, Après, des fois, il y en a 3, des fois, il y en a 4, des fois, il y en a 5, mais c'est ça, en fait. Oui, oui. et donc, franchement, moi j'ai adoré. J'ai pas toujours su répondre, donc c'était vraiment technique. Et à la fin, ce qui est bien, c'est que je crois que 2 3 jours après, tu reviens vers nous avec la définition, l'explication. C'est ça. Euh, Après, d'où est venue l'idée en fait? D'où est venue l'idée? C'est des fois, je voyais des sondages en fait sur LinkedIn. Comment voyez-vous le transport dans 10 ans? Moi, j'en sais rien en fait. Et je peux pas vous dire comment sera le transport dans 10 ans. Donc après, bon, au lieu de bâtir, je sais pas, des plans sur la comète, je me suis dit, bon, parlons de choses qu'on connaît en fait réellement. Mhm.
Et après, bon, tu dis que tu sais pas répondre parfois. Moi aussi, parfois, il y a des choses. Bon, bah, je mets la question, mais d'abord, avant, je suis allé me documenter. Ah, tu vois. Euh, Et ben justement, alors, je voulais te proposer, je sais pas si tu as le temps, et vraiment, ça a duré 3 minutes. Ben, je voulais vérifier si toi, Charles, si tu étais un champion du transit, et est-ce que ça te dirait de répondre à quelques questions? Je vais te dire, on a mis sur Cargo Family une petite partie jeu. On a mis des questionnaires justement un peu techniques, et je suis un peu comme toi, hein, j'avais pas forcément les réponses. Est-ce que ça te dit qu'on essaye 3 questions? On va voir si tu sais répondre. alors, je sais pas de quand datent les questions, en fait, mais il faut savoir que j'ai déjà fait le questionnaire. J'ai Ah, déjà fait le questionnaire. Mais on bon, peut aller voir. Après, peut-être que bon, j'ai pas fait ces mêmes questions-là, parce que j'ai... bon, écoute, donne-moi 2 minutes. Regarde, je vais prendre mon téléphone, je vais aller Oui. sur Cargo Family, on va en live, et c'était pas prévu, d'accord? Donc, Charles, t'es vraiment prudent. De toute façon, si, j'allais dire, on va voir ce que ça donne en vidéo, mais je trouvais ça sympa. Je trouve que la plupart des podcasts, bah, c'est vrai, c'est des interviews, mais si on peut aller chercher directement un peu de jeu, euh, je pense que c'est quelque chose qu'on va développer. J'ai envie de faire une petite émission sur place ici dans notre studio où on demandera aux gens C'est pas comme mal. si on se C'est une bonne connectait idée. comme un jeu TV et on se fasse des petites questions comme ça. Je trouve ça sympa, donc on va tester. Donc Hmm. voilà. Ok, donc là, Cargo Family, j'en profite. Je vais sur le site. Il est enfin référencé sur Google. C'était à toute création de société, on n'en parle pas assez souvent, mais on est vraiment dépendant de Google en fait. Et c'est assez long d'être référencé hein, au final, hein, au début. Ah oui, d'accord. Ouais. Je sais pas si tu avais connu ça avec ta société, mais nous, on a mis presque une semaine et demie. Alors, ça paraît pas long, mais je trouve ça hyper long pour être référencé. Donc là, je suis sur le quiz de connaissances et je vais sur le quiz maritime, Charles. Pas de pression. T'aurais dû m'envoyer le truc avant. Ah, c'est ça qui est bien. Je l'avais pas envoyé avant. Le quiz maritime. T'es prêt? Et vraiment, on est entre amis, pas de pression. Quelle organisation internationale est responsable de la régulation du transport maritime? Est-ce que IMO. c'est l'IMO, la WTO, IATA, ICC? IMO. IMO. International Maritime Organization. Et voilà. L'organisation maritime internationale, en fait. Bon, et ben c'est tout L'OMI, bon. je crois que ça s'appelle. En C'est français. ça, c'est tout bon. Qu'est-ce que le terme BL signifie dans le transport maritime? Business logistique, bill of loading, booking list, bulk loading. Bill of Lading, avec un Eh A. oui, on a vraiment un champion du transit. J'ai envie de trouver Alors, j'ai envie de te piéger. Quelles sociétés sont des compagnies maritimes? Ça va être facile pour toi. CMA, BMW, Mars, MSC. Il y a deux choix possibles. Oui, deux choix possibles. Bon, bah, c'est CMA MSC. Allez, CMA, MSC, c'est tout bon. Mais je vais te dire un truc, moi je me suis fait avoir, hein. Il y a des questions que j'ai mal répondu en fait. J'ai pas eu Alors là, 100% en fait dans le. je pense que je vais peut-être t'avoir sur la prochaine question parce qu'elle est un peu plus difficile. Attends, j'en cherche une difficile en fait pour être honnête. Mais en tout cas, pour l'instant, tu as 3 sur 3. Là, elles sont faciles pour les techniciens. Ah, quel est le port européen le plus important? Rotterdam, Le Havre, Marseille ou Anvers? Rotterdam. Rotterdam aussi, définitivement, on n'arrivera pas à te piéger, hein. Je crois que c'est Euh, 8 millions de conteneurs par an. Et tu après, m'étonnes. t'as Anvers, 5 millions de conteneurs. Après, bon, Bon, Le Havre, c'est plutôt 3 millions de conteneurs et 3 millions et bon, demi. bon, bah les amis, je suis obligé de dire bravo Charles. On a vraiment un champion du transit, franchement Bon, non, ça va. 100%. Ouais, c'est bon. Voilà, en tout cas, écoute, c'était super sympa d'avoir joué le jeu. Et aussi, bah, je suis ravi d'avoir découvert un peu hein, une partie de ton parcours et puis surtout le logiciel, donc Logitude. Euh, sur ce, bah, nous, on va vous laisser. À très bientôt, Charles. N'hésitez pas à aller checker ce podcast sur Cargo Family, donc la plateforme 100% transport logistique, disponible aussi sur notre chaîne YouTube. Et nous, on continue nos prochains podcasts avec d'autres invités transport logistique. Dis-nous tout. Mathieu, merci, merci de m'avoir invité et franchement, super ce que tu fais. Enfin, c'est vraiment bien. C'est bien ce que tu fais. C'est super de montrer une image moderne en fait du transport parce que des fois, on a l'impression que le transport c'est un peu vieux. Alors, c'est pas du tout le cas. Bon, Et c'est bien que tu donnes cette image-là de, voilà, ouais, avec tout ce que tu fais avec les podcasts, les QCM, tout ça, c'est top, c'est bien. bah, Et écoute, puis le fait d'avoir créé cette entreprise-là, Cargo Family, c'est pas mal en fait comme concept et comme nom. Je trouve ça super. Bravo. bah, écoute, merci. On continue, on va bosser ensemble et on reste en contact. Salut Charles. Bon,
Allez, à bientôt. À bientôt. Merci. Au Merci. revoir. Ciao.